La Provence est une des plus belles régions de France. D'abord, j'aime sa végétation. Les platanes et les pins parasols sont parmi les arbres que je préfère. On passe d'une ville à l'autre en traversant des vignobles, des champs de lavande. Puis, on arrive à la mer Méditerranée, qui me lie à l'Italie et à Israël. Et dans ce cadre, on trouve des petits bijoux qui sont les communautés juives. Aix-en-Provence, c'est un de ces joyaux. Ciao Hervé, merci de m'avoir accueilli ici à Aix-en-Provence. Oui. C'est le sud de la France, là, Oui. où il y a une histoire juive très très importante. Et tu m'as promis un voyage dans l'histoire aujourd'hui. On se trouve là. Au monument Joseph Sec. Et c'est ça, je ne me rappelle plus, c'est l'unique monument resté... Qui est resté de la Révolution. Française en France. En France. C'est l'unique. L'unique. Et il y a une phrase importante à dire, Oui. non? Oui, qui se trouve sur la façade. La phrase est la suivante. Fidèle observateur de ces lois admirables qu'un Dieu lui-même a daigné nous dicter, il faut noter le nous. Qui c'est ce nous? Chaque jour à mes yeux sont plus aimables et je mourrai plutôt que de m'en écarter. Sorti d'un cruel esclavage, il y a la présence de Moïse. Je n'ai d'autre maître que moi, mais de ma liberté je veux faire usage que pour obéir à la loi. Vous, habitants de la terre, nation, écoutez la loi. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, un peu libérés de l'influence de l'Église catholique, les intellectuels, les penseurs français qu'on appelle les Lumières, le siècle des Lumières, et l'élite même noble, s'intéressent énormément à l'Ancien Testament et au judaïsme. La preuve, les pièces de Racine, Athalie, Esther, la preuve, La Fontaine, qui s'intéressait. La Fontaine, il avait une lubie, même à la cour de Versailles, on se moquait de lui, parce qu'il disait à tout le monde, est-ce que tu as lu Baruch? Il faut à tout prix lire Baruch. Baruch, c'est un des petits prophètes. Ah oui? Oui. Et ces intellectuels ont pensé que dans le code, la loi de la Bible, il y avait une forme de gouvernement à utiliser. Ils ont été influencés par Léon de Modène. Ah oui, je connais bien, le Vénitien, le rabbin de... Voilà. Ah. Ils ont été influencés par... Et à cette époque-là, il y avait énormément de livres intitulés « La Constitution des Hébreux ». Donc la Constitution de la Bible a influencé la Révolution française et la création d'une Constitution française. C'est un exemple important pour montrer comment la Torah, la Bible, a toujours influencé même la vie politique et juridique des pays. Et maintenant, on se dirige vers le cœur de la ville, où les Juifs habitaient. Là, on arrive à la rentrée du quartier. Voilà, on est déjà dans la juiverie, le quartier juif. Ici, c'est la rue du Puy-Juif. Peut-être parce qu'à l'époque de la peste, ils prétendaient que les Juifs empoisonnaient les puits. Donc, il y avait un puits qui était réservé aux Juifs. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les autres puits. Voilà. Donc, au Moyen-Âge, on pense qu'à peu près 15% de la population de la ville d'Aix était juive. On ne sait pas exactement, mais c'est approximatif. Et le quartier juif est très grand. On va passer successivement dans la rue des Guerriers, la rue des Cordeliers, la rue de la Verrerie. Mais Verrerie, ça n'a rien à voir avec le verre, c'est le diminutif de vieille juiverie. Ah. Voilà. Dans la rue Le Massel, c'était la boucherie juive. Il y a la rue de la Sonnerie. La Sonnerie, c'est pour saler, là où on salait les aliments. La rue Jaubert, qui est juste à côté. La rue Chabrier, la rue Granet, qui est juste à côté. La rue Loubon, la place au marché aux herbes. Tout cela constituait le quartier juif. C'était quand même des axes importants. Et la population devait être assez nombreuse.
Évidemment, par la suite, elle a été expulsée, elle a été persécutée, la population s'est amoindrie. Et notamment, ça a changé quand Aix n'appartenait plus au comte de Provence, mais au roi de France, qui a expulsé les Juifs à ce moment-là. Sinon, jusqu'à ce moment-là, les Juifs étaient bien intégrés avec la... À Aix, il n'y avait pas de ghetto. Voilà. Il n'y avait pas de ghetto, mais les lois étaient tellement complexes pour les encadrer, pour les limiter, pour les embêter en permanence, qu'on comprend pourquoi les Juifs se sont spécialisés dans le droit. Ils sont devenus juristes parce qu'ils avaient obligé de bien connaître les lois pour survivre. Voilà. Et on verra par la suite qu'il y a eu de grands juristes juifs qui sont devenus maires d'Aix-en-Provence. Là, on est dans la rue Bellaride. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que c'est le nom qui a été donné, parce que c'était la rue des frères Bédaride. C'est pour ça qu'au nom, d'ailleurs, il y a un S. Et les deux frères Bédaride, c'est le nom d'un village en Provence, donc comme beaucoup de juifs provençaux, ils ont des noms de villages. Deux frères Bédaride, Jessuda et Salomon, étaient des juristes très éminents, et ils ont fait une carrière brillante en tant que juristes, et ils sont devenus maires de la ville d'Aix-en-Provence. Ça arrive souvent dans l'histoire des Juifs que malgré les restrictions et les persécutions qu'ils ont dû endurer, ils ont occupé des postes importants dans de nombreux secteurs. Le savoir est une richesse recherchée par toutes les personnes intelligentes. Il y a un personnage très important d'Aix-en-Provence, s'appelle Darius Milhaud. C'est un très grand compositeur mondialement connu, compositeur contemporain. Et donc il est né à Aix-en-Provence. Lui, la famille Milhaud, c'est une famille de ce qu'on appelle des juifs contadins, des juifs provençaux. Et sa mère, c'était une fille alatini, donc qui venait de Salonique, des Italiens installés à Salonique. Et donc également une famille fortunée. Un autre personnage important, c'est le roi René. Oui. Alors le roi René était comte de Provence. Il était aussi roi de Naples, roi de Sicile et roi de Jérusalem. Sa position vis-à-vis des Juifs était un peu ambiguë. Les Juifs lui apportaient de l'argent, il faut dire. Donc il payait des taxes, des impôts. Et quand il a cessé d'être comte de Provence, Aix, mais toute la Provence, est tombée dans le domaine royal, du roi de France, donc, et les conditions étaient plus pénibles. Les Juifs ont été chassés de France, ou alors ils se sont convertis. Mais les rois de France, comme le roi Charles VIII, se rendant compte que du fait qu'il n'y avait plus de Juifs, les impôts ne rentraient pas, avaient imaginé une taxe sur les néophytes, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens. Et c'est comme ça qu'on a la liste de 250 noms de Juifs d'Aix, qui avaient des noms bien français, mais qui en réalité étaient des Juifs qui s'étaient convertis par force. Autre personnage vraiment que tout le monde connaît, pas seulement en France, mais dans le monde entier, c'est Émile Zola. Oui, alors Émile Zola, c'est un grand écrivain, avant tout. Le père du naturalisme, le père de toute une série d'ouvrages qui racontent la vie d'une famille au cours des années. Donc c'est un très très grand écrivain. Mais il est connu également pour être intervenu dans l'affaire Dreyfus et pour avoir pris la défense du capitaine Dreyfus, accusé de façon tout à fait juste de traîtrise alors qu'il n'y était strictement pour rien et que l'état-major français savait pertinemment qu'il n'était pour rien. Donc Émile Zola, dans son fameux article « J'accuse », paru dans le journal de Georges Clemenceau, a pris la défense du capitaine Dreyfus et a attaqué tous ceux qui étaient prêts à mentir, soi-disant pour maintenir le prestige de l'armée française. Comme ailleurs en Europe et dans le monde entier, les Juifs ont toujours été liés au pays où ils vivaient. Ils ont même donné leur vie pour la France. Et maintenant, c'est le moment de connaître la vie communautaire d'aujourd'hui. Et on se dirige à la synagogue. Enchanté. Merci de m'avoir accueilli. Vous êtes le rabbin Valency. Exactement, je suis le rabbin Valency, je suis le rabbin d'Aix-en-Provence. Depuis maintenant, ça va bientôt faire 2 ans que je suis à Aix-en-Provence. Et
Qu'est-ce que vous pouvez me raconter de la communauté juive de Aix-en-Provence? Alors, la communauté des Juifs d'Aix-en-Provence est en réalité une communauté qui a une histoire très ancienne, même si la communauté actuelle est une communauté qui n'a pas une aussi grande histoire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Algérie notamment, donc de Constantine, de Batna notamment, et qui se sont donc installés après les événements donc, de 62 en France et à Aix-en-Provence, notamment sous l'impulsion d'un rabbin qui s'appelait le rabbin Désiré Elbez, qui était déjà rabbin à Batna et qui a pris toute sa communauté pour venir s'installer à Aix-en-Provence. Un rabbin notamment très très connu qui a eu une grande correspondance avec le rabbin Chaim Yosef David Azoulay, celui qui est connu sous le nom du Chida, parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Voilà, c'était le rabbin. Alors ici, on l'appelait le rabbin Mardoché Crémieux, mais il est plus connu sous le nom de Mordechai Karmi, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle le Mahamar Mordechai, qui, après donc, son décès, est cité de nombreuses fois dans les décisionnaires de la génération suivante. Alors, il y a une chose très importante que tu m'as dit au niveau aussi de la pratique des traditions. Oui, je te disais que la Provence est une terre de Torah, une terre où on a diffusé la Torah, et on a diffusé la Torah dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Il y a même des traditions qu'on fait aujourd'hui, comme les rabbins de Provence. Et notons par exemple le fait que sur le plateau du Seder à Pessah, tout le monde aujourd'hui va mettre sur son plateau le 0A, donc l'os, et également l'œuf dur. Eh bien, la première référence à cela se trouve dans les écrits de Rabbi Yitzhak ben Abba Mari de Marseille. Les traditions sont la vie d'une communauté, mais on fait un pas en arrière. On sort de la synagogue moderne et on passe visiter les vestiges de l'ancienne synagogue. Donc la synagogue, cette synagogue a été construite en 1836 pour la communauté juive. C'était pour eux très important d'avoir une place officielle dans la ville d'Aix. Et donc ils sont restés jusqu'après la guerre de 40-45. Et donc ensuite, le bâtiment n'appartenant pas à la communauté, mais à un particulier, ce particulier-là, les descendants voulaient vendre pour récupérer leurs biens. Et donc, la synagogue était en vente parce que la communauté n'avait plus les moyens en hommes et financièrement pour pouvoir le racheter. Voilà les témoignages de la ville d'Aix-en-Provence. On est dans le cœur de la région et on est qu'au tout début.